premier sous-thème, c'est que doit être une vision de l'État pour la recherche? Ou bien pour le cas du Sénégal, est-ce qu'il existe réellement une vision de l'État pour la recherche? Si oui, quels sont les arguments qui disent qu'on a une politique nationale sur la recherche? Donc, ce serait bien que cette question-là soit abordée. Deuxième thématique, c'est est-ce qu'il y a une adéquation entre les recherches que nous effectuons dans nos universités et les besoins au niveau national? Est-ce que cette adéquation-là, elle est vérifiée? Parce que quand même, après tout, nous sommes payés par le citoyen. Voilà. Troisième point qu'on souhaiterait aborder, j'ai vu tout à l'heure dans la présentation de Bambey, dès la première page, ils ont mis l'accent sur la recherche fondamentale, mais dans la suite, voilà, ils ont plus mis l'accent sur la recherche appliquée. Donc il y a déjà ce conflit-là, qu'est-ce que c'est que recherche fondamentale, qu'est-ce que c'est que recherche appliquée, comment les départager, où mettre la priorité. Je pense que ce serait bien que ce point-là soit soulevé. L'autre, c'est, on a dit que Bambey vient de créer une école doctorale, il y a d'autres universités qui ont des écoles doctorales depuis quelques années, donc c'est bien qu'on se pose des questions autour des écoles doctorales. Voilà. Moi, je pense que ce serait bien que Bambey fasse un séminaire sur les écoles doctorales en invitant les représentants de toutes les écoles doctorales, bénéficier de leur expérience, mais aussi des problèmes qu'ils ont eu à vivre dans le passé, pour éviter peut-être de tomber dans ces problèmes-là. L'autre point qui est vraiment fondamental, c'est le problème du financement de la recherche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que toutes les conférences qui seront organisées à Bambey doivent être financées par le recteur? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Le sixième point, c'est le développement de la recherche en dehors des sphères académiques. On sait que ailleurs, vraiment, les entreprises, l'industrie, ils ont non seulement des départements de recherche, mais ils ont des besoins qui font appel aux chercheurs. Voilà, cette problématique-là, comment elle doit être gérée dans un pays en voie de développement. Le septième point, c'est aussi un problème central, tout ce qui tourne autour des publications, autour des brevets. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu que notre ministère s'était abonné, je crois, à Sciences Direct. Oui. Voilà, il semble qu'ils ont eu un retard de paiement, c'était bloqué il y a quelque temps, je ne sais pas si c'est débloqué ou pas. Bon, en tout cas, l'accès à la documentation scientifique et comment gérer les brevets, parce que les brevets coûtent cher. Donc, je pense que, voilà, ça mérite qu'on en parle. Voilà. L'autre, c'est le problème du genre dans la recherche, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la salle. Et tout à l'heure, monsieur le recteur a parlé de problèmes aussi d'équité. Je pense que c'est des problèmes qui méritent d'être soulevés. Et enfin, c'est un point que j'ai rajouté parce qu'il n'était pas sur ma liste avant. J'ai vu tout à l'heure que Bambey a présenté vraiment des thématiques assez diverses, mais comme l'autre l'a dit, ils n'ont pas beaucoup d'enseignants. Donc comment gérer ce problème-là? Le problème de la diversification des équipes de recherche dans une jeune université. Je pense aussi que c'est une problématique qu'on peut aborder. Je viens de lire ça. Donc maintenant, si les panélistes veulent rajouter d'autres points, on peut les citer, ou le public, ou bien si vous voulez, on démarre le débat, et au fil du débat, les gens pourront rajouter des questions. Voilà, donc si vous voulez, bon, vous pouvez intervenir sur toutes les questions, mais je pense qu'on doit donner quand même la priorité au problème de la vision, et sur ça, peut-être le recteur pourrait intervenir, et notre collègue Gansambolo, qui nous représente assez souvent au CAMES, donc qui sont à des positions stratégiques, il pourrait rapidement intervenir sur les problèmes de vision, et après, on part voilà, dans les détails. Merci, professeur. Je me réjouis de l'organisation de ce panel pour partager sur la recherche dans une jeune université. Le cadre est idéal. On est une jeune université avec un personnel aussi bien d'enseignement et de recherche relativement jeune. Et je crois que ce panel peut nous donner des idées importantes à capitaliser. Alors, je vais parler sur deux parties. Hein. La première partie, c'est, je peux parler en tant que responsable d'une université jeune. Et l'autre partie, donner des arguments en tant qu'enseignant-chercheur pour avoir piloté des projets de recherche et de donner les résultats et contraintes que nous avons eus. Alors, sur le plan institutionnel, comme vous le dites, il est extrêmement pertinent
qu'une université, son leader donc, ait une vision sur la recherche. Alors, le premier élément donc, c'est de comprendre qu'une université qui n'a pas une recherche pertinente ne peut pas avancer. Or, comme nous le disions tout à l'heure et comme nous le disons tout à l'heure, toujours, une université qui n'avance pas recule. Hein? Elle a tous les moyens pour avancer. Et l'un des moyens capitaux, c'est d'avoir des gens compétents, des ressources humaines. Et ça, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas dans une université, quel que soit son âge. Alors maintenant, il faut pouvoir capitaliser cette jeunesse des ressources humaines pour avancer. L'un des éléments fondamentaux, c'est la structuration de la recherche. Et ça, si on tient compte des difficultés qu'on rencontre dans les universités justement anciennes, parce que nous ne pourrons raisonner que anciens versus jeunes, on voit que un des freins de la recherche quand même, c'est de bien structurer la recherche et partir de manière formelle avec des textes. Sans doute le professeur Tamboura en a parlé tout à l'heure, c'est ce que nous avons essayé de faire. Ces textes doivent intéresser l'administration, mais aussi les équipes de recherche et être réalistes sur les équipes. L'université est jeune, mais les équipes doivent être composées de manière à avoir une masse critique pour mener une recherche pertinente. Nous reviendrons peut-être sur les 5 autres minutes sur ce qu'on entend par pertinence de la recherche. Ensuite, l'institution doit se doter des moyens pour impulser cette recherche. Et là, évidemment, ça revient à la tutelle. Organiser les ressources humaines, trouver au début des moyens financiers. Mais après, ce n'est pas, pour répondre à une de vos questions, la recherche ne doit pas être financée par le recteur ou par l'administration rectorale. Non, nous devons impulser, mais très vite, il faut instaurer une culture du fundraising. C'est ça qui est pertinent et c'est ça qui donne une recherche durable. Cet accompagnement nécessite la mise en place des infrastructures. Ça relève de nous. La mise en place du personnel qui accompagne les chercheurs, ça relève évidemment de la tutelle et l'achat des matériels, en particulier du matériel lourd, ça revient à la tutelle. Mais le fonctionnement, le travail de terrain, même après, à moyen terme, l'achat des consommables, ça doit relever des structures de recherche, c'est-à-dire les UFR et des équipes de recherche. Mettre en place aussi, dans cette vision, très tôt, précocement, le système de communication scientifique, c'est-à-dire les revues qui accompagnent, ou bien l'adhésion à des revues, l'accès facile à des revues. Mais l'idéal aussi, c'est d'avoir des revues pertinentes dans lesquelles les enseignants peuvent publier, tout en ayant évidemment accès aux très grandes revues, parce que c'est là-bas aussi que se mesure la valeur des résultats scientifiques. Au-delà de cela, une autre chose très importante dans nos pays, ne pas se cantonner à des revues scientifiques, mais penser à la vulgarisation des résultats de la recherche. Et je donnerai des exemples concrets, que des résultats de la recherche, quel que soit le domaine, ces résultats peuvent être accessibles et digérés par la population. Même si c'est un paysan qui est dans son champ, même si c'est un cordonnier dans son atelier, il peut comprendre. C'est un humain, il peut comprendre. Il me reste 1 minute, oui, d'accord. Voilà donc les visions. Ensuite, la tutelle doit aider aussi à instaurer des thèmes pertinents. Ça, je crois que je le laisse dans les 5 minutes à venir. Il faut que les thèmes soient pertinents. Pertinent, c'est quoi? Bénéfique pour le chercheur, mais bénéfique pour sa communauté. Et sa communauté, ça peut être l'UADB, mais c'est surtout le Sénégal. Un thème de recherche qui ne bénéficie qu'à l'enseignant, à son avantage, à son avancement, ce n'est pas pertinent selon moi. Hein? Il doit donc être à la fois bénéfique pour le chercheur, pour qu'il avance, parce que ça aussi c'est la réalité, mais aussi que le Sénégal en tire profit, parce que quel que soit le mode de financement, c'est parce qu'il est au Sénégal, c'est parce qu'il travaille pour le Sénégal qu'il a pu financer sa recherche. Voilà donc sur le plan stratégique, disons. Je reviendrai maintenant, après, plus tard, en tant qu'enseignant-chercheur, je vais donner certaines idées concernant ce qu'on pense être une recherche pertinente dans une université jeune. Ce type de débat, c'est des débats que nous avons eu plusieurs fois. Et tout le monde dit que le Sénégal, c'est le champion des débats qu'on met dans des tiroirs. J'ai devant moi un rapport de la CNAES, la concertation de l'enseignement supérieur,
il y a 8 recommandations fondamentales qui définissent la vision de l'État. Et on ne dira pas plus que ça aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est l'application. Ça commence par une loi cadre de la recherche. L'État s'est engagé à faire cette loi n'est pas encore faite. Donc, je pense que ce qui serait bon, Président, comme on est là, c'est que ce document-là qui se trouve sur le site du gouvernement, de le partager. Alors, donc, de ce point de vue, pour tout ce qui est niveau étatique, l'État, la tutelle, comme dit le professeur Lamine, a un rôle extrêmement important. Maintenant, du point de vue au niveau de l'université, je pense qu'on peut dégager 2 types de recherche. Une recherche qui est naturelle. En tant que chercheur, en tant qu'enseignant, donc chercheur, on fera toujours une recherche, soit par les mémoires, soit par le doctorat, soit à titre personnel. Maintenant, la pertinence, elle vient d'où? On est à Bambey, nous allons prendre des thèmes intéressants, nous allons travailler, on les donne aux gens qui sont supposés exploiter ça, et les mettre dans leur tiroir. Nous avons travaillé sur la pauvreté au niveau de Saint-Louis, on envoie au niveau de l'agence, mais il n'y a aucune donc réaction. Et c'est ça le problème du Don Sénégal. Les thèmes qu'on veut faire sont très importants, mais on n'a pas de répondants. Je pense que le problème, c'est qu'au niveau étatique, qu'il y ait une incitation. L'État s'engage à travailler avec nous, et naturellement, nous aussi, on va dégager assez de temps pour travailler avec l'État. Mais on ne peut pas nous empêcher de faire des travaux. La cryptographie, l'eau, la pauvreté, la modélisation. Il y a cité une conférence des mathématiciens ici, au Sénégal, à Ziguinchor, mais j'ai été ébahi par ce que j'ai vu. Les modélisations qu'ont fait les collègues là-bas, ça m'a ébahi. On est assis sur un potentiel extraordinaire. Mais il n'y a qu'un seul problème, nous n'avons pas de répondant. Nous n'avons pas de répondant à la mine. C'est ça la question fondamentale. Donc, et sur ce plan, dans ma deuxième intervention, je vais intervenir sur des initiatives locales qu'on va faire au niveau de chaque université. D'abord, je dois vous dire que j'aborde mon intervention avec beaucoup de modestie parce que je ne connais pas très bien le cadre local, les limitations, les objectifs et les désirs de l'institution et des professeurs. Mais je vais quand même faire quelques petites remarques qui vous paraîtront peut-être déconnectées de ce que vous pensez. Non. D'abord, quels sont les buts de la recherche? Ça paraît une question évidente, mais elle ne l'est pas. Il y a des buts différents. Un but, c'est peut-être de former des chercheurs. Comme on l'a dit, les ressources humaines, c'est peut-être le débouché, le produit principal de l'université. Ce n'est pas nécessairement les résultats de la recherche qui sont les consommables. C'est peut-être les gens qui ont été formés. Donc, il y a une formation de chercheurs pour l'industrie et le gouvernement. Il y a une formation de professeurs. Et la recherche est indispensable pour former des professeurs. Et il y a peut-être la création de start-up, qui est un débouché direct qui conduit à dynamiser l'économie locale. Une autre marque, c'est quelques faits. Le premier, c'est que la recherche a plusieurs niveaux. Il y a la recherche et le développement, R&D. R&D nécessite une collaboration étroite avec l'industrie. On ne fait pas de la R&D dans son bureau. On travaille avec des gens qui vont utiliser les résultats. Il y a la recherche incrémentale, où on prend un papier, on dit « Ah, je peux relâcher les hypothèses et je peux étendre le résultat ». Ça, c'est intéressant pour s'initier à la recherche. Ce n'est pas très important au point de vue fondamental ou au point de vue scientifique. Alors, il y a la recherche innovante. La recherche innovante nécessite une collaboration avec les experts. On ne fait pas de la recherche innovante tout seul, sauf Einstein. Mais il n'y a pas beaucoup d'Einstein. Donc, il faut s'appuyer sur les épaules des gens qui nous ont précédés. Il faut collaborer avec les experts. Je crois que je vais en rester là et au deuxième tour, je continuerai. Alors, merci, Président. Donc,
Moi, je vais juste rajouter juste quelques points, en fait, développer un peu parmi les 7 points. Donc, la vision, déjà, donc, le recteur en a parlé. Donc, ça, c'est au niveau étatique et aussi décisionnel donc, au sein donc, de l'université. Là, effectivement, pour les universités, donc, on a ce qu'on appelle donc, nos plans stratégiques. Et donc, toute vision qui sera exécutée donc, au sein de l'université doit bien sûr apparaître donc, au sein donc, de ce plan stratégique-là. Et du coup, comme le professeur Lo l'a dit tout à l'heure, donc au niveau étatique, si encore donc, là, la loi cadre donc, pour la recherche n'est pas encore en fait, de vigueur, c'est là-bas où quelque part ça bloque un peu. Alors, de l'autre côté, concernant donc, ce qu'on a appelé recherche fondamentale et recherche appliquée, effectivement, donc, quand on fait une recherche, donc, disons, je prends mon exemple moi-même, donc, lorsqu'on était encore doctorant, on faisait de la recherche. On se dit souvent, donc, en tant que chimiste, voilà, cette molécule qu'on vient de synthétiser, qu'est-ce que ça va servir? Jusqu'à preuve du contraire, certaines molécules, on les a synthétisées, on ne sait pas quel est leur devenir, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter donc, dans le développement. Alors donc, pour moi, donc, faire cette recherche-là, tant qu'elle n'est pas appliquée, elle reste maintenant fondamentale. Mais une fois qu'elle est applicable ou bien elle est appliquée ailleurs, essayer maintenant donc d'améliorer ou bien maintenant donc d'augmenter cette performance maintenant, là, on parlera maintenant donc d'une recherche qui est appliquée cette fois-ci. De l'autre côté, donc, concernant donc, les publications et les brevets aussi, donc c'est dans ce même cadre. Donc, au sein de l'UADB, on a créé donc, ce qu'on appelle donc, les presses universitaires de Bambey. C'est en bonne voie, donc là, ça marche très bien. Donc, il y a eu même donc, certains collègues qui ont soumis donc, des papiers. De l'autre côté, le FIR, effectivement, donc c'est pas l'université qui doit financer la recherche, mais c'est en fait, c'est un début pour essayer d'aider maintenant donc, à asseoir donc, cette politique de recherche, essayer maintenant d'identifier, avoir une base de départ et après maintenant, donc là, avec les collaborations, on va aller chercher maintenant les fonds. Et là aussi, le recteur l'a rappelé, effectivement, la cellule fundraising est bien là. Il y a un personnel dédié pour seulement le montage et la recherche maintenant donc, de financement donc, pour ces projets-là. Le problème de la diversification, effectivement, comme je l'ai dit, donc chacun, disons, on est venu donc souvent d'horizons, si j'appelle horizon, donc les universités qui nous ont formés, on se retrouve ici, chacun est venu avec un potentiel qu'on ne pourra pas occulter. Donc chaque enseignant est venu avec son potentiel et ça, on essaie maintenant donc, de regrouper, de voir maintenant quels sont les chemins croisés pour essayer donc, de mettre en place donc, une équipe qui pourra développer des thématiques cette fois-ci qui seront maintenant des thématiques originales. Les équipes de recherche doivent essayer de concilier les deux. Voilà. Pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que la recherche appliquée d'aujourd'hui, en général, c'était la recherche fondamentale d'hier. Donc, si les gens laissent tomber la recherche fondamentale sous prétexte qu'elle n'a pas d'application, tout de suite, ça peut être une erreur et on risque de ne pas être compétitif dans l'avenir. Et dans mon slide, j'ai donné l'exemple de l'Institut Weizmann en Israël, à qui on demande de faire de la recherche qui sera appliquée dans les 50 prochaines années. Et ils sont entièrement pris en charge par l'État d'Israël. On leur demande de réfléchir sur les problèmes pour les 50 prochaines années. Même pas applicable dans 20 ans, ce n'est pas leur rôle. Donc, il faudrait qu'on tienne compte des deux. Voilà. Faire uniquement de la recherche fondamentale, peut-être que ce n'est pas rentable pour la population tout de suite, mais faire uniquement de la recherche appliquée sans la recherche fondamentale, ça veut dire que tu dépendras de la recherche fondamentale des autres dans 20 ans. Voilà. Donc, moi, je propose que les gens réfléchissent sur des formules pour pouvoir faire les deux en même temps. Voilà. Maintenant, on passe la parole au public. J'avais quelques préoccupations avant de venir et ça s'est confirmé à travers vos propos. Est-ce qu'on a le bon point de départ, c'est-à-dire l'objectif, et est-ce qu'on est toujours dans une perspective de collaborer? Parce que le professeur Gansamlo a dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Est-ce qu'on ne met pas souvent les charrues avant les bœufs? Ça, c'est la première question.
ça revient aussi sur l'objectif. Est-ce qu'on connaît les dimensions de notre équilibre, c'est-à-dire recherche fondamentale, recherche appliquée? C'est comme dans la formation, un étudiant de première année, il s'inscrit, on le forme pour qu'il devienne chercheur. Et combien devient chercheur parmi les centaines de milliers qui sont orientés? Donc ça veut dire que par rapport à ça, moi, il faut qu'on pose la question, quel est l'équilibre qu'il faudrait avoir? Et quels sont nos points de départ pour ne pas revenir sur les choses? Et il y a une question qui s'adresse un peu au recteur parce qu'il n'était pas là. À l'UADB, il faut une vision, mais néanmoins, pour la recherche, dans tout ce qu'on dit, il faut les conditions, c'est-à-dire le cadre. Aujourd'hui, si on doit accueillir des chercheurs ou des étudiants au niveau de l'UADB, où est-ce qu'on va les mettre? Voilà, donc ça, c'est quand on parle de moins, il y a l'argent qui peut donner, mais en fait, il y a les conditions minimales. Donc ça, c'est une demande, hein, monsieur le recteur. Voilà, donc c'est ça. Ce que j'ai, moi, de l'université de Bambey, c'est que on peut dire 8 premières années d'existence, elle s'occupait de 2 choses. À exister d'abord, c'était son enjeu, et après à structurer sa pédagogie. Le reste pratiquement était occulté. La recherche a été occultée totalement, mais même l'administration, je vous dis, n'existait pas. Je suis désolé de le dire parce que des fois, dès qu'on le dit, on pense à ses prédécesseurs, mais moi je dis mes mots tels qu'ils sont, et ceux qui me connaissent savent que je ne critique pas comme ça sans avoir. Ce n'est pas une critique, hein, mais c'était une option stratégique aussi. C'est-à-dire, l'autorité pouvait dire, mon problème c'est d'exister. Il met tous ses efforts et son mental sur l'existence. Et ça a payé. Ensuite, après, comment structurer l'éducation malgré être implanté dans une petite ville, les enseignants n'ont pas où loger, mais il faut qu'ils viennent, les étudiants ont un campus pédagogique mêlé au campus social. C'était normal. Bon, maintenant, après, il faut quand même avancer parce qu'il ne peut pas y avoir un grand écart entre les performances académiques et les performances de la recherche. Ça, si on continue sur cet élan, évidemment, nous ne serons jamais l'université d'excellence qu'on veut. Il faut y mettre maintenant les moyens. Et justement, cette deuxième phase, je crois que c'est crucial qu'après avoir acquis certaines infrastructures pédagogiques, on pense aussi aux infrastructures qui pourront accueillir la recherche. Que les labos existent aussi physiquement. Mais pour l'instant, il faut trouver des stratégies, exploiter ce qu'on a, mais tout en pensant aller vers des infrastructures. Et maintenant, la limite qu'on a, c'est aussi ce que nous impose la politique et l'administration sénégalaise. C'est-à-dire, le recteur n'a pas le droit de construire, par exemple. Ça, voilà une grosse contrainte. J'ai dit, ma priorité, c'est de construire. Impossible de construire. L'autre élément, et ça permet de répondre à une question qu'on n'a pas d'interlocuteur. Le professeur Gansam le disait, mais ça, c'est un grand problème. Nous n'avons pas d'interlocuteur parce qu'il n'y a pas de vision de la recherche au Sénégal. C'est une réalité. Vous interrogez le ministre de l'enseignement supérieur, il va être d'accord. Il n'y a pas de vision réelle. La preuve, les textes n'existent pas. S'il y avait des textes aujourd'hui, la vision serait très claire. Et c'est maintenant qu'on dit, sortez les textes rapidement, sortez les textes. Mais l'autre problème qu'on a, c'est que le fait de dire qu'un pays ne peut pas avancer sans les connaissances, la recherche, ça semble être que verbal. Est-ce que réellement les leaders y croient? Parce qu'ils organisent plein de choses où le chercheur a son mot à dire, mais on ne nous invite pas. Et ça, pourtant, c'est fait exprès. Pourtant, certains domaines, on ne doit pas en débattre à l'Assemblée. On ne doit pas en débattre au niveau du Conseil économique, social et environnemental. On ne doit pas en débattre même dans les cabinets des ministères sans que les chercheurs aient leur mot à dire. Beaucoup de pays ont avancé sur cette question parce qu'ils ont pris le problème, l'ont donné à des experts, et souvent c'est des universitaires, qui ont travaillé, amènent, et le ministre applique. Et il n'a pas honte de dire c'est produit. Mais ici, il y a un problème. Moi, je l'aurais qualifié d'un complexe. C'est-à-dire, on a un peu peur de nous, par peut-être les vérités scientifiques qu'on sort, mais aussi le problème de dire s'ils viennent, c'est compliqué ceci. Une incompréhension peut-être, au lieu d'être un complexe, peut-être une incompréhension qu'il faut vite dépasser. Le verbal là,
Le pays ne peut pas avancer sans la science, il faut le rendre concret. Et le concret, c'est nous laisser nous prononcer sur les véritables problèmes scientifiques. Donc c'est d'abord sur la coordination de la recherche. Et l'autre chose, c'est sur la vulgarisation de la recherche. Je pense que souvent, c'est ce qui nous arrive au Sénégal, que les gens ont deux bureaux côte à côte, l'un ne sait pas ce que fait l'autre. Moins encore quand on est dans deux universités qui sont séparées. L'exemple, c'est juste la semaine dernière, on était dans un atelier de rédaction des projets. Je devais présenter quelque chose sur le transfert de polluants à milieu poreux. Je fais la présentation. Avant que je termine la présentation, il y a un collègue de l'EPT, c'est le directeur de l'EPT, il m'envoie 3 articles sur ça. On est côte à côte. On se voit tous les jours, on discute tous les jours. Je ne savais même pas qu'il travaille sur ça. Et les documents qu'il a envoyés, on a les publications dans les mêmes revues, sur les mêmes approches. Lui, il est informaticien, moi, je suis mathématicien. Je ne savais même pas que lui, il travaille sur ça. Donc, il y a un problème de vulgarisation de la recherche. Je pense quand même qu'il faut que les gens commencent à réfléchir sur l'organisation de journées scientifiques au niveau interne d'abord pour que les collègues qui sont dans la même université puissent échanger et regarder ce que font l'un par rapport à ce que fait l'autre. Et l'autre, c'est sur le plan national, c'est faisable. Parce que quand même, on peut, au Sénégal, ce n'est pas un grand pays en termes de recherche. On peut, au moins, même chaque semestre ou chaque année, organiser vraiment des journées de réflexion ou bien des journées de recherche pour partager les expériences. En partie, même s'ils ne le règlent pas complètement. Voilà. Maintenant, le reste, s'il y a des séminaires réguliers dans les structures, là aussi, ça pourra régler la deuxième partie. Et pour illustrer ça, nous, cette année, le Brésil avait proposé une coopération entre le Brésil et les mathématiciens africains. Ils ont organisé un colloque à Dakar. Et durant cette rencontre-là, moi j'ai dit, c'est la première fois qu'à Dakar, des gens qui font algèbre et géométrie différentielle se retrouvent dans la même conférence. Dans la même université. Or, dans tous les autres pays, ils sont dans le même labo. Mais ici, comme à la création dans les années 70, les deux responsables qui avaient l'algèbre et la géométrie ne s'entendaient pas, ils les ont séparés. Et donc, depuis 1970, les algébristes et les géomètres sont séparés au Sénégal jusqu'à présent. Et ils le sont séparés dans toutes les universités. J'ai dit que c'est une aberration que notre génération doit corriger. Voilà. Donc, ce que vous avez dit, c'est plus que pertinent. Si tous ceux qui font maths pure à l'UCAD ne se connaissent pas, ça pose un problème. On fait une planification stratégique. Les bases, c'est les objectifs. Ensuite, les moyens, les résultats attendus et l'évaluation. Maintenant, regardons est-ce que l'État procède à ce schéma. Est-ce que les universités aussi procèdent à ce schéma? Déjà, comme l'a dit M. Ndiaye, est-ce qu'il y a un objectif d'abord? Pas plusieurs objectifs, mais au moins des objectifs clairement identifiables. Moi, je pense que l'État se contente de donner des moyens, même si les moyens ne sont pas très nombreux. Mais le problème de l'évaluation se pose, notamment pour quand on nous recrute comme enseignants-chercheurs. L'enseignement est audité. On voit chacun, est-ce qu'on fait notre service? Mais la recherche, est-ce que c'est audité? Est-ce qu'on voit, si on finance les voyages d'études, est-ce qu'on produit un article? Donc, il faut challenger les gens. Par exemple, dans les universités, moi, j'ai bénéficié quand même du fonds de l'université pour faire des recherches à Laval. Mais chaque année, on sort le prix du meilleur chercheur. Et on publie les résultats des recherches. Aujourd'hui, à Bambey, chaque année, comme on fait l'enseignement de la recherche, on devrait sortir des grilles. Telle personne a publié tant d'articles, tant de livres, tant de mémoires encadrées. Qui n'a fait rien, on voit 0 là-bas. Et c'est pas de sanctionner le truc, mais on voit ce qui se fait. Maintenant, ça va challenger les gens. Merci de nous avoir fait part donc, de cette rencontre. En tout cas, c'est intéressant d'inviter les étudiants, les futurs, en tout cas peut-être chercheurs. Eh bien, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt donc l'intervention de M. Tamboura, en tout cas qui parlait donc des textes, des équipes de recherche, des labos et de l'école doctorale. En fait, j'ai une question qui se fonde donc, sur des constats. Donc,
Premier constat, c'est que l'école doctorale, je pense que si on met en place donc, une école doctorale, c'est pour, en priorité, accueillir ces produits. Deuxième constat, c'est qu'à l'université de Bambey, généralement, c'est des masters, c'est des diplômes professionnels qui sont délivrés. C'est des masters professionnels qui, dans certains cas, peuvent ne pas prendre en compte des prérequis ou bien des préalables de la recherche. Ça peut arriver. Peut-être que, en tout cas, ça peut arriver. Et maintenant, je voudrais poser, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez pris en compte cette variable-là de formation de base? Parce que la recherche aussi a ses règles, a ses mécanismes qu'il faut prendre en compte. Et prendre un étudiant de master professionnel, en tout cas, qui doit fréquenter, qui doit donc faire la recherche et qui n'est pas préparé donc à la recherche, ça peut, en tout cas, ça peut paraître un peu difficile. Et là, est-ce que vous avez pris en compte cela? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour accompagner ces étudiants-là qui ont un master professionnel pour bien démarrer donc, la recherche? Donc, je vous remercie. Je vais essayer de répondre donc, par ordre. Donc là, déjà pour la coordination, donc effectivement, c'est un problème. Ce n'est pas seulement lié à l'université de Bambey, mais c'est plutôt sur le plan national. Comme le professeur Sy l'a bien dit tout à l'heure, effectivement, il y a des gens qui sont sur une même thématique, mais qui ne se connaissent pas. Ils téléchargent les mêmes articles, ils vont souvent même, ils se croisent maintenant à l'étranger parce qu'ils sont probablement dans le même labo ou bien deux labos côte à côte, par exemple en France, aux États-Unis ou ailleurs. Alors que quand ils reviennent au Sénégal, chacun est à son coin, on ne sait pas qui fait quoi, ainsi de suite. Là, nous, on est sur une dynamique quand même donc de revoir comment, en tout cas au sein de l'université, qu'on arrive à savoir M. Faye, qu'est-ce qu'il fait? M. Tamboura, qu'est-ce qu'il fait? Donc, sans même pour aller demander à M. Faye qu'est-ce qu'il fait. Aujourd'hui, quand on demande maintenant, M. X, donnez-moi votre CV, attention, il y aura maintenant une question qui vont être posées avant qu'on ne livre ce CV-là. Alors là, maintenant, on a mis un site. L'IADB maintenant a un site qui est là. Il y a une icône recherche. Nous, on souhaite alimenter maintenant cette icône-là. Et qu'en un clic, on pourra savoir maintenant qui fait quoi. Et en ce moment-là, la personne est interpellée directement. Moi, je pense que ça, déjà, c'est un point qu'il faudra faire. Et là, si on l'étend maintenant donc, au niveau national d'abord, on aura maintenant quelque chose à faire. Alors, de l'autre côté, au Sénégal, bon, ce qui se passe, le Sénégal quand même est dans l'espace CEDEAO, le Sénégal est dans l'IEMOA, donc il y a certaines structures qui sont créées, mais qui sont maintenant interétatiques. Aujourd'hui, prenons le cas que je connais le plus, donc c'est la chimie. Donc le Sénégal est membre donc, de la Société ouest-africaine de chimie. Est-ce que cet instrument seulement peut être maintenant un lieu de vulgarisation maintenant pour tous les chercheurs maintenant en chimie? Mais je ne crois pas. Il y a d'autres qui vont aller maintenant donc, vers d'autres types de journaux, donc de revues, qui sont des revues souvent américaines, canadiennes, ainsi de suite. Donc là, la coordination, effectivement, ça, donc là, en tout cas, localement, nous, on y réfléchit. Alors, l'autre question, ça concerne, alors la deuxième, si je me suis trompé. Donc l'évaluation, effectivement, voilà, donc c'est ça, c'est qu'en réalité, si on voit qu'il n'y a pas une certaine évaluation, c'est parce que quelque part, on ne met pas assez de sous et du coup, on n'est pas très regardant là-dessus. Mais même si on met quand même 1 franc, on devait être regardant là-dessus. Alors maintenant, l'évaluation de l'enseignant, ça se limite où? Ça se limite maintenant quand il postule maintenant donc, au CAMES. C'est là où on l'évalue. Mais sinon, hors CAMES, je ne vois pas une sorte d'évaluation qui peut intéresser maintenant les étudiants. Pardon, les enseignants. Alors, voilà, maintenant c'est ça qui reste. Maintenant, le profil d'entrée, effectivement, il a raison quelque part. Donc c'est en fait quelqu'un qui fait maintenant une licence professionnelle. Il est appelé à aller directement exercer maintenant donc, dans un domaine professionnel. Mais attention, il y a quand même des passerelles et ça c'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. On a bien vu qu'il y a des docteurs ingénieurs. C'est-à-dire qu'ils ont été donc
dans l'entreprise, ils ont eu leur diplôme d'ingénieur, mais après maintenant, ils font le doctorat. C'est ce que nous, on appelle maintenant les passerelles. Quelqu'un peut avoir maintenant son diplôme d'ingénieur et après maintenant, il rentre. Maintenant, comment vous allez rentrer? La rentrée maintenant dépendra donc de la thématique que vous voulez aborder, du projet de recherche que vous voulez aborder, et en même temps, il faudrait qu'il y ait maintenant un enseignant qui s'inscrit aussi dans cette thématique-là. Vous pouvez être maintenant le bon candidat, mais si vous n'avez pas avec un enseignant, chercheur ou bien une équipe de recherche maintenant qui a déjà épousé votre idée de recherche, ben je vois mal comment vous allez pouvoir vous insérer. Les 8 recommandations de la CNAES sur la recherche. Et je pense que beaucoup de questions seront dans ce cadre-là. Recommandation 1 que l'État a acceptée, adopter une loi d'orientation de la recherche et de l'innovation. 2, créer un conseil national de la recherche et de l'innovation dans lequel il y aura les entreprises et donc tout. 3e mesure, mettre en place un fonds national de recherche et donc d'innovation qui devait remplacer le FIRST. 4e mesure, pardon, mettre en place un système approprié d'indicateurs de performance pour l'évaluation de la politique de recherche et d'innovation. Élaborer des plans stratégiques de la recherche, mettre en place un statut d'enseignant-chercheur, renforcer les capacités de recherche et d'innovation, optimiser le fonctionnement des écoles doctorales, mettre en place un statut de professeur émérite, renforcer les ressources documentées et les capacités d'accueil des bibliothèques, renforcer les ressources humaines en techniciens supérieurs, élargir les attributions de l'ANAQ-Sup à l'évaluation de la recherche. OK? Et ensuite, maintenant, créer des cadres de partenariat public-privé en faveur de l'innovation et de la recherche, intensifier la coopération scientifique nationale, régionale et internationale, travailler à la création de réseaux africains pour le développement des sciences, n'est-ce pas, au niveau des parlementaires. Je pense que si l'État avait fait ça, je pense qu'on serait vraiment avancé. Hein, Dlamine, hein? Voilà, c'est terminé. Je pense que les 8 points ne sont... Moi, je voudrais faire 3 recommandations locales. La première, c'est l'instauration et l'utilisation d'un Scientific Advisory Board. Ça veut dire qu'un comité externe vienne vous recommander des pistes à suivre et évaluer ce que vous faites. Deuxième, c'est recommander un Industry Advisory Board, qui a un rôle similaire, mais qui veille plus à la recherche appliquée. Et la troisième, c'est une procédure d'évaluation systématique de la qualité de la recherche et d'attacher les promotions des professeurs à cette qualité. Cette évaluation doit se faire avec des collègues externes qui sont réputés comme étant les experts dans le domaine. Dans toutes les universités américaines, la promotion d'un professeur dépend de ces évaluations. Typiquement, tous les 3 ans, on est évalué. Et suivant le résultat de l'évaluation, une promotion peut être retardée ou accélérée. Et donc, on arrive à des différentiels de salaire importants. Il faut que les salaires soient attachés à la performance et pas à l'ancienneté. Sinon, c'est démoralisant. Si le salaire dépend uniquement du nombre d'années que vous avez passé dans l'institution, ça décourage les gens de donner leur maximum. Oui. Donc ça, je crois que c'est très important. Voilà. Merci, professeur. Donc, je pense que les questions et l'avancement des enseignants-chercheurs, il faut faire un dossier scientifique, l'envoyer au CAMES, qui lui sollicite des reviewers internationaux qui vont se prononcer sur votre dossier scientifique. Et si le résultat est positif pour le CAMES, c'est en ce moment-là que l'État incrémente votre salaire. Voilà, donc on est membre du CAMES qui couvre 17 pays. Et l'avantage du CAMES, c'est que ça garantit l'autonomie des universités. Même si vous n'êtes pas en bon terme avec le président, ça n'empêche pas, si vous envoyez votre dossier, si vous faites vos recherches correctement, vous envoyez votre dossier au CAMES, vous passez votre grade. Et ça, c'est extrêmement important dans des pays qui ont eu des problèmes de démocratie dans le passé. Donc il faut que les jeunes sachent que quelqu'un qui fait de la recherche au Sénégal, il est totalement libre de faire ses recherches et d'avancer, même si tout le Sénégal est contre lui. Voilà, ça au moins on l'a. Voilà, ça c'est l'autonomie du chercheur parce que nos universités sont autonomes. On l'a grâce au CAMES. Maintenant, on peut faire plein de critiques au CAMES. C'est normal, c'est une structure. Voilà, il y a des choses qu'elle fait, parfois les collègues ne sont pas d'accord. Ça c'est normal. Voilà, mais
et règle énormément de choses. Moi, je voudrais insister sur le choix de la pertinence du thème dans une jeune université avec des chercheurs relativement jeunes, dans un jeune pays aussi. Parce que la pertinence du thème permet de proposer, d'avoir des solutions sur beaucoup de sous-thèmes dont vous avez parlé, Monsieur le Président. C'est l'adéquation entre la recherche et les besoins du pays. C'est la recherche de fond. C'est l'équilibre recherche fondamentale, recherche appliquée. Et aussi même, c'est les brevets, etc. Et je voudrais donner quelques exemples concrets, parce que j'y insiste du fait qu'on a plusieurs spécialistes à l'université, mais il faut faire un effort extrêmement important sur le choix du thème de votre recherche, parce que vous êtes à Bambey. Et pensez que vous voulez faire une recherche durable à Bambey, pour vous-même et pour l'université. La pertinence, c'est pour vous-même, c'est pour l'université, c'est-à-dire, moi je crois qu'une recherche réussie, si l'enseignant fait 10 ans, 15 ans de carrière, lors de ses enseignements, lors de ses TD, il utilise ses propres résultats de la recherche et non se baser toujours sur des livres. Mais aussi solutionner des questions. Je vais donner des exemples concrets que j'ai vécu moi. Parce que moi je suis médecin, donc c'est plus facile souvent d'équilibrer recherche appliquée, mais j'ai fait ma thèse en fac de sciences. Alors, j'ai travaillé sur le fondamental, parce qu'il fallait comprendre les réseaux de neurones, où se trouve l'attention de la personne. En résumé, je simplifie, comment étudier les processus qui permettent à une personne de se concentrer. C'était ça ma thèse. Ça, c'est très fondamental. Mais rentrer au Sénégal, ça ne sert pas tellement au Sénégal. Mais les acquis m'ont permis d'aborder des questions qui intéressent les Sénégalais. Parce que c'était neuronal, cérébral. Or, nous, on a des problèmes sur les maladies neurologiques. Exemple, une recherche pointue qu'on menait en France, c'est d'étudier les gènes des épilepsies. Ça, évidemment, quand on dit en France qu'il faut l'étudier en Afrique, les gens sont récalcitrants, ne voulaient pas nous donner. J'ai dit, mais nous, on a des familles de 20 personnes, 30 personnes. Vous avez des familles de 2. Et quels deux? L'un est à Paris, l'autre est à Marseille, ou est à l'extrême sud. Comment vous allez étudier les épilepsies familiales? Laissez-nous travailler sur les familles épileptiques. Et là, on a levé des fonds. C'est ça qui nous a permis de mettre en place une recherche en neurosciences pertinente à FAN. Et ça continue toujours. Voilà donc passer d'une recherche fondamentale qui était dure, parce que génétique, cartographie cérébrale, qui est très fondamentale, avec lesquelles on publie en Europe, mais aller à une recherche sénégalaise qui a permis de publier et de nous faire avancer aussi ici, et qui laisse surtout une équipe de recherche qui est devenue référente, qui a sorti des CD, qui a sorti des livres, et ces livres sont utilisés à travers l'Afrique. On va à Saint-Louis, je donne deuxième exemple, très vite, parce que je dis c'est toujours frustrant. On va à Saint-Louis, jeune UFR de la santé, on s'installe, évidemment, le problème c'est quelle recherche mener ici. Là, on était assez peu nombreux dans cette UFR, 5 enseignants, et les gens voulaient être branchés encore sur Dakar. Nous avons dit, mais il faut faire une rupture. Saint-Louis a des problèmes de santé. Regardons quels sont les problèmes de santé de Saint-Louis, de la région nord, abordez-les. On aborde les maladies chroniques non transmissibles. Le meilleur modèle est à Saint-Louis. Parce que diabète, hypertension, problème articulaire, il n'y a pas mieux que d'être à Saint-Louis. Parce que c'est la première ville de l'Afrique occidentale, c'est celle qui a subi les mutations démographiques, etc. Et on avait le meilleur modèle. Nous l'osons aborder. Les gens ont rompu presque avec leur labo, juste une petite orteil, je ne dis même pas un pied à Dakar, et in fine, ça donne des résultats. Ça lève des fonds, ça équipe les laboratoires et les enseignants sont promus. Dernier concours d'agrégation, le major en néphrologie, il faisait partie de cette toute jeune équipe. Il était assistant. Hein? Donc ça montre que ça paye. Et j'insiste, qu'on soit en mathématiques, en chimie, quel que soit le domaine, mais vraiment faites un effort d'investiguer les problèmes qui nous entourent. Quels sont les problèmes qui nous entourent? C'est de la santé, mais c'est de l'économie. L'UFR économie, je ne peux pas concevoir qu'elle soit sur des thèmes pertinents sans aborder l'économie du Baol, qui, je suis persuadé, est un modèle d'économie. De la solidarité à la famille en passant par la capacité d'aller partout dans le monde, voilà un modèle. Est-ce que les publications d'économie portent sur ça? Quand on est sur l'eau, c'est un défi. Au Baol, l'eau est salée. Que nous propose l'UFR Satik pour résoudre cette question de l'eau? Quand on est sur la route, le deuxième site qui vend des poteries au Sénégal est ici.
en même pas 10 minutes, que proposent les chimistes et les physiciens pour que ces poteries soient exportables partout dans le monde. Les gens s'y arrêtent, mais vous voyez quelle est la limite? La seule limite, c'est que c'est difficile à transporter par les avions. Qu'est-ce que vous allez faire pour accompagner ces dames-là à faire tout de suite des poteries dures? Je suis sûr que le département de chimie, de physique s'y concentre. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez leur permettre d'avoir des poteries qui ne cassent pas parce que c'est mis dans l'avion. La religion, il faut investiguer. Il ne faut pas bloquer. On est scientifique, les religieux sont là-bas, ils nous tendent la main. Allons-y. Exemple qu'on a donné, Ecomige a osé se pencher sur le problème délicat de l'évaluation des retombées du Magal. C'était pratiquement impossible. Il se rappelle, notre première réunion, 11 chercheurs, ils avaient eu l'amabilité de me mettre dedans. Tout le monde la moitié avait dit, il n'y a pas de retombées économiques, personne ne peut les chiffrer. L'autre moitié dit, non, on n'a qu'à suivre, on n'a qu'à y aller. Mais ils l'ont fait. Au bout de 2 ans, publication pertinente, critiquable toujours, parce que c'est scientifique, c'est normal, mais accepté par tout le monde. Et c'est en plus le résultat qu'attendait la communauté. 250 milliards produits. Voilà la pertinence d'une recherche à Bambey. Et je crois que TIC, ou bien mathématiques, ou bien physique, dès qu'on réfléchit, mais vous verrez que vous avez de quoi produire scientifiquement, de quoi illustrer vos enseignements, soutenir des thèses, mais aussi résoudre les problèmes du Baol. Et qui résout les problèmes du Baol, en fait, résout les problèmes du Sénégal. Mais on est ici, proposons ça, l'économie du Baol vulgarisée pourrait développer le Sénégal, l'Afrique. Voilà donc, j'insiste vraiment, et c'est vraiment la dernière parole, j'insiste pour que les thèmes de Bambey investiguent les questions de développement du Sénégal, en particulier ici. Le docteur Ngom va vieillir, avoir 70 ans, mais aura monté un laboratoire qui a démontré que cela au Sénégal, c'est à partir de Bambey, mais c'est utile pour le Sénégal. Il aura fait des publications de très haut niveau. Je suis persuadé que c'est possible. Ce qu'on a actuellement, c'est trouver des logements pour les gens et avoir un environnement décent. Et ceux qui font les poteries, je pense que si les chercheurs investissent le domaine, on devrait pouvoir faire des pavés ou des tuiles ou des briques avec ça, et ça va beaucoup aider en tout cas tout ce qui est urbanisme. C'était juste ma contribution. Donc on va retourner vers le public, prendre encore 4 dernières questions. Donc ce serait bien qu'il y ait au moins un étudiant, au moins une femme, si possible, pour au moins diversifier. Donc voilà, donc il n'y a pas de candidat. Je préfère d'abord prendre un candidat étudiant avant de prendre les chefs. Il n'y a pas de candidat étudiant. Oui, donc un. Compliqué. Et il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, on est un pays en voie de développement, pour ne pas dire sous-développé. Et quand on se lance sur les chantiers, c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas évident. Et parfois, la limite n'est pas tellement la volonté de la personne qui veut exécuter, mais la limite est à la fois politique et moyen. Parce que nos pays, nous n'avons pas encore suffisamment de moyens, ça, il ne faut pas l'occulter. Et quand c'est des textes, on prend des textes, l'ANAC a bien avancé, mais il y a d'autres projets, en réalité, derrière, ça nécessite des finances, même si on regarde qu'on ne le voit pas. Maintenant, il y a aussi l'arbitrage du gouvernement, mais aussi, vous savez, c'est 8 points pour les lancer, comme le professeur Lo l'a dit, ce n'est pas en 1 mois, hein. Ce n'est pas en 2 ans, ça prend du temps. Je crois qu'il faut faire confiance aux autorités. C'est déjà innovant de les identifier. Maintenant, les réaliser, ça prend du temps. Et il faut donner du temps au temps, comme on a l'habitude de dire. Le recteur l'a rappelé tout à l'heure. Nous sommes une jeune université. En 2014, lorsqu'il arrivait, je n'allais pas dire qu'il n'y avait pas de la recherche à Bambey, mais plutôt que la recherche n'était pas organisée, parce que c'était de jeunes enseignants qui venaient en général soit de l'extérieur, soit de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, soit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et que leurs activités étaient corrélées aux activités de leur laboratoire d'origine. Moi, je me rappelle de 2008 à 2014, chaque semaine, je partais à Dakar pour suivre les exposés de mon laboratoire d'origine. Il a fait une analyse de la situation et a dit que ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on organise la recherche à l'UADB. C'est dans ce cadre qu'il a dit, maintenant, on ne va pas se lancer sur la création des laboratoires, parce que compte tenu de son expérience
à travers les universités. Il dit, je vais travailler pour mettre en place un texte qui structure la recherche à l'université Alioune Diop de Bambey. Donc c'est ce texte, dans ce texte, c'est les conditions de création, l'organisation, la gestion, et il est même prévu l'évaluation des structures de recherche et donc de tout ce qui se fait dans la recherche à l'université Alioune Diop de Bambey. C'est pourquoi quand l'autre parle... Mais il faut savoir que nous sommes en train de construire. On ne pouvait pas attaquer tous ces aspects-là en même temps. Qu'est-ce que nous avons privilégié les 2 premières années? C'est au fait la structuration de la recherche. Comment faire pour mettre en place ces structures? Parce que ces structures, lorsqu'elles ont été mises en place, ça a permis quand même un peu de fixer les enseignants à Bambey. Parce que les gens faisaient des allers et des retours. Mais on a commencé à sentir qu'il y a des exposés, des travaux qui se font chaque semaine au sein de ces structures de recherche qui sont là. C'est pour dire que le volet évaluation existe bien à Bambey. Donc c'est l'une des choses que peut-être le directeur de la recherche va entamer les années à venir, mais tout est prévu dans ce texte cadre. Donc pour ne pas un peu, pour respecter le timing, je vais remettre la parole. Je vous remercie. Voilà. Ok, moi j'ai une recommandation très pratique à donner, en tout cas pour impulser la recherche. Le FIR là, le fonds, moi je dis prenez 100 000 francs. Ok, vous nous donnez chaque 2 semaines. On va prendre un des collègues, il va présenter, on va inviter tout le monde, on amène du café, quelque chose pour grignoter, les étudiants vont venir. On va faire ça toutes les 2 semaines. Et ça va être pérennisé dans ce... Comme ça, on ne se posera plus la question que je ne connais pas ce que Ngom fait ou quelqu'un d'autre fait. On va faire présenter tous les collègues de Bambey et certaines fois, on va aller chercher des collègues d'autres universités, ils viennent présenter. Comme ça, on va casser ce problème-là. Moi, je pense que je ne demande pas beaucoup. Vous nous donnez ce qu'il faut et on le fait. Merci, docteur Gueye, pour cette proposition. C'est une proposition très intéressante aussi, effectivement. Ça permet à tout un chacun qu'on se connaisse du point de vue, pas personnalité, mais c'est plutôt donc, dans l'exécution maintenant donc, de nos activités de recherche. Et là déjà, ça existe. Hein? Donc là, je prends l'exemple, hein, pas la chimie, mais par exemple, je prends mes amis mathématiciens, ils ont le Math Hebdo. Donc, son nom même, Math Hebdo, ça veut dire que chaque semaine, ils doivent faire des exposés. Et souvent, bon, ils veulent même que les chimistes viennent exposer. Mais souvent, on arrive aussi, hein, on participe à l'exposé. Ben, quand Bon, de toute façon, on est venu pour vous encourager. Et puis, c'est important. Donc, de l'autre côté, effectivement, donc, il suffit qu'on s'entende là-dessus. Ce n'est pas maintenant une équipe, mais c'est tout le monde. Hein, c'est toutes les équipes qui s'entendent sur ce format-là. Et en ce moment-là, il suffit seulement qu'on fasse la demande. Et là, chaque 2 semaines, ben, on va poser maintenant donc, que le chéquier soit signé. Et puis, voilà. Voilà, oui, bien sûr. Non, c'est bien possible, Alors, juste, Président, juste dans cette lancée, hein, je crois qu'il faut l'écrire sous forme d'un petit projet pour respecter nos procédures. Comme ça intéresse tout le monde que c'est transversal, vous nous adressez cette demande, on transmet au FIR et le comité va se réunir. Mais je trouve que c'est très intéressant comme idée. Voilà, merci. Donc, avant de nous séparer, peut-être, est-ce qu'on peut prendre une dernière question du public? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, c'est juste pour rebondir un petit peu sur la question de l'organisation de la recherche, pour dire aussi que, par exemple, si je prends le cadre de notre petite équipe, que le problème de financement aussi se pose, parce qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont mises en place, par exemple, à l'université, qui ne facilitent pas forcément les choses. Et que donc, moi, j'aurais proposé que le FIR, plutôt que de financer individuellement des enseignants, finance plutôt des équipes. Et qu'on trouve quand même des procédures qui permettent aux équipes de pouvoir acquérir ce dont ils ont besoin pour, en tout cas, organiser leur recherche. Je ne prends que l'exemple de notre équipe.
le recteur nous avait donné son avis favorable par rapport à pas mal de choses, mais quand il s'agissait de vouloir exécuter la chose, on était confronté à un certain nombre d'obstacles. Et aujourd'hui, c'est le moment pour moi de dire qu'il faut que vous travaillez pour que ces obstacles-là soient levés, afin que, en tout cas, le FIR s'oriente beaucoup plus vers le financement des équipes et non, par exemple, des projets personnels que chacun d'entre nous a. Merci. Ce que vous venez de dire là, mais disons tout à l'heure dans mon exposé, j'ai parlé de FIR et là, on remercie encore monsieur le recteur, c'est une bonne initiative. Et là, comme j'ai fait partie aussi, donc, ou bien même, je faisais partie, avant même que je ne sois donc, directeur de la recherche, donc j'étais dans la commission scientifique, et il y avait des critères qui ont permis à ce que donc, certains de nos collègues maintenant puissent donc, terminer maintenant leur thèse, par exemple. Vous voyez? Donc là, si on avait dit que seulement donc, on prendrait que donc, par équipe, forcément, ça va causer problème. Parce que si on donne maintenant, donc, disons, 10 millions à une équipe, ben, M. Tamboura veut partir maintenant compléter une recherche ailleurs, qu'il demande à lui seul 5 millions, est-ce qu'il pourra l'avoir? Non, il ne pourra pas l'avoir. Donc ça sera maintenant une gestion collégiale. Par contre, quand il y a maintenant un besoin, ben, il suffit maintenant d'exprimer la demande, et nous maintenant, on va essayer donc, de l'étudier maintenant, comme d'habitude, donc au conseil scientifique, et on essaiera de voir quelle suite maintenant à donner. Mais d'habitude, ben, les demandes ne sont pas rejetées, à moins qu'on demande maintenant à ce que ça soit complété, que les règles qui sont établies quand même ben, soient respectées. Sinon, on va aller dans tous les sens, et ça aussi, c'est pas bien. Voilà. Je voudrais juste intervenir sur le problème de la vulgarisation, parce qu'il est émis le souhait que les informations des chercheurs soient présentes sur le site web de l'université. À l'UQAD, ils l'ont démarré. Et comme les enseignants disent qu'ils n'ont pas le temps de mettre les informations, le recteur dit que si vous ne mettez pas les informations, vous n'aurez pas votre voyage d'études. Oui. Voilà. Et ça a marché. Voilà. Parce que sur 2 années consécutives, tous les enseignants ont mis, en tout cas, les informations. Bon, souvent, nous critiquons l'application. Pour nous, elle n'est pas complète, c'est insuffisant, c'est pas bien designé et tout. Mais malgré ça, nous tous, nous avons mis quelque chose sur cette application-là, sur 2 ans, pour l'ensemble des enseignants. Donc, il suffit de le mettre et de dire que si la direction de la recherche vérifie que vous n'avez pas mis les informations qu'il faut, il ne signera pas le papier que le recteur, qu'on envoie au recteur pour qu'il débourse les voies d'études. Ils l'ont fait et ça a marché. Voilà. Parce qu'il y a une commission. Cette commission-là, quand il étudie, la liste qu'elle va sortir, il n'y aura pas votre nom. Non, si l'ICAD l'a fait, avec 1200 enseignants, Bambey peut le faire. Voilà. C'est ce que je voulais proposer. Merci beaucoup. Merci, professeur. Voilà, le mot de la fin. Voilà. Non, mais le mot de la fin, c'est d'abord demander aux organisateurs, avec le modérateur de cette session, d'essayer de nous dégager une page de résumé de ce panel en insistant sur les recommandations. Et cette toute dernière, il faut la mettre. Malgré que je vois le SAES qui réagit, ça va nous rendre service. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est extrêmement important qu'on soit au courant de la recherche. Donc, un petit résumé. L'autre élément, c'est vraiment exhorter tout le monde à croire à la recherche à l'université de Bambey. Maintenant, ce ne sera pas facile, hein. Ça c'est évident. Une jeune université comme ça, y développer la recherche, c'est très dur, mais il faut y croire. Et je pense que si vous y croyez, vous avez réussi l'aspect pédagogique, innovation pédagogique. Vous avez beaucoup créé. Maintenant, il faut se pencher aussi parallèlement sur la recherche. Et c'est en se penchant sur la recherche que les principales lacunes que vous avez soulevées, et nous avons tout noté, ces lacunes pourront être comblées et que voire même vous positionnerez l'université de Bambey parmi les plus pertinentes en matière de recherche. Il s'agit d'avoir une recherche pertinente parce que pour l'instant, on est au début. Et moi, je suis persuadé que la problématique, c'est quelle recherche pertinente à l'université de Bambey. Ne vous souciez pas des moyens. Et ça aussi, j'insiste. Un chercheur qui réussit sa recherche a ses moyens. Les projets que je vous disais là, les recteurs ne m'avaient rien donné. C'est nous qui sommes partis avec notre équipe chercher les moyens, d'abord par la coopération française, puis par l'Union européenne et enfin par l'AUF. Mais je vous dis, c'est nous qui avons cherché nos moyens, les recteurs n'ont rien donné. Et
que ça soit des ordis, même réfectionner des locaux, nous l'avons réussi. Maintenant ça, cet opportunisme, parce que moi je l'appelle un opportunisme d'un chercheur, cet opportunisme, il faut y croire. Et en chacun, il y a des capacités qui peuvent permettre vraiment de lever tous ces obstacles qui, selon moi, sont mineurs.